Batcarré l'enquête est une série de vidéos-reportages qui vise à valoriser la parole des habitants de l'île de la Réunion. Allons Batcarré pour mettre en l'air Kossa Zotidi. Bon, là du coup, ça filme. Donc dans l'idée, c'est là je prends des images et dans tous les cas, quand je vais m'en servir, Oui, je tu t'envoie me diras, ça, mais je te. Après, il n'y a pas de souci. C'est ça. Ah, Donc là, comme ça. ça va rendre. Tu poses des questions. Non, l'idée c'est plus de faire un format discussion, tu vois. Ok, d'accord. Bah, allez, moi. Et donc il n'y a pas de Il n'y a pas de structure. structure. Ok, c'est Mais après voilà, moi je m'étais dit peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que comme toi du coup tu as un profil historien, que tu peut-être fasses un rapide synthèse sur l'historique en tout cas de l'aménagement, du transport, etc. Ouais, ça, c'est bien. Et peut-être que même après sûrement que toi en tant qu'individu, en tant qu'usager, tu as aussi des choses à faire remonter dans ta Oui, manière. c'est bien. Donc Ok. voilà. Enfin, vas-y. Ok. Bon, tu veux qu'on démarre un peu par l'historique. Ouais, peut-être ça peut être intéressant, une petite synthèse quoi. Attends, je vais prendre le bouquin. Tiens, Ouais. faut que toujours un sabre, tu sais. Toujours un sabre, ouais, c'est Ouais, c'est ça qui donne le ton. ça. Attends. Je vais prendre le bouquin. Voilà. À partir de ça, peut-être, pour démarrer. Ok. C'est-à-dire que c'est le schéma qu'on a du début de la colonisation jusqu'à peu près le début du XXe siècle. C'est-à-dire, tout passe par la mer. Ok. Alors, évidemment, l'import, tu sais, les bateaux qui arrivent pour faire le commerce de la canne, enfin, des épices, du café, de la canne. Voilà, donc ça, c'est normal. Donc, on aménage la côte, voilà. Et dans ce contexte-là, on a une navigation au long cours qui fait Réunion-Nantes, Réunion-Bordeaux, Réunion-Marseille, et une navigation de côtière qu'on appelle le batelage, qui consiste aussi à transporter les passagers et les marchandises sur la côte en utilisant en fait l'aménagement côtier qui existe. Ok, en interne quoi du coup. C'est exactement ça, tu vois. Donc on fait vraiment, on est sur du passage d'un point à l'autre, quoi. Hein, voilà. Et à Saint-Denis, tu as une particularité, c'est que tu as ce contexte-là, donc avec un bassin qu'on appelle le bassin du Barachois, des marines, qui servent en fait à recevoir les bateaux et qui sont c'est un port, hein, en fait, c'est un port, c'est le port du Barachois, voilà, et qui permet d'être dans ce contexte un petit peu d'échange et d'utiliser cette capacité-là qui est très souple, tu vois, c'est-à-dire si un cyclone, tu enlèves le tablier dessus, le cyclone place, tu remets le tablier, c'est réglé. Voilà, ça ne demande pas un investissement énorme, mais tu as un port du gouvernement qui appartient à l'État, à la colonie, et puis tu as des entrepreneurs privés qui s'installent dans cette activité portuaire aussi. Donc Ok. tu connectes les deux, et le transport côtier, il est tenu par ces entrepreneurs privés qui font ce passage en fait de côtier, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une époque où, en fait, malgré l'aménagement des routes à La Réunion, où progressivement, on va faire d'abord une route de ceinture, c'est-à-dire on appelle la route de ceinture, c'est une route qui fait le tour de La Réunion, tu vois, qui trouvera vraiment son aboutissement, c'est avec Hubert de Lille, le Second Empire. Entre 1852 et 1860, on a fait la route de ceinture, c'est-à-dire on réussit à faire une route cohérente qui peut être utilisée en charrette, en cheval ou à pied, bon, voilà.
entre Saint-Benoît entre Saint-Denis et Saint-Benoît. Et puis après, de Saint-Benoît, tu as aussi une route des plaines qui est aménagée. Ok. D'accord, voilà. Bon, donc tu as cette période-là qui fait que malgré ces aménagements-là qui trouvent leur aboutissement plutôt au Second Empire, eh ben, l'activité de transport, là, ce que tu veux transporter en masse, en quantité, voilà, le volume, il passe par la mer. C'est fluvial, quoi. C'est ça. Ok. Il passe par la mer parce que tu n'as pas d'autre solution. Il faut cette logique-là. Et puis les chemins qu'on avait un peu avant, le chemin des Anglais, tout ça, qui étaient des chemins pavés, bah, ils servent quand même, tu vois, cette connexion entre Saint-Denis et Saint-Paul. Alors, comment ça peut se passer? Bah, par exemple, là, toi, tu vas aller à la Possession, tu arrives, tu prends le bateau, il y a un petit bateau vapeur qui t'attend là, et tu fais la liaison entre Saint-Denis et la Possession en à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie, en fonction du vent, voilà, donc par bateau. Ok. Arrivé là pour aller à Saint-Paul, tu as un carrosse qui t'attend, en fait un système de transport en carrosse. Et donc tu rentres dans le carrosse et tu prends le carrosse pour aller jusqu'à Saint-Paul. Donc ça, c'est ce qui est en place pareil, Second Empire, voilà, quand tu veux te déplacer à la Réunion. Voilà, où on intègre les deux, la voile, la vapeur, on intègre la rame, c'est-à-dire que tu as même un service de liaison côtière à la rame, hein, c'est-à-dire les mecs qui rament pour t'amener de l'autre côté. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Depuis 1815, on est français, voilà, on n'est plus connecté à Maurice parce que Maurice est devenue anglaise. Ok. Et puis on est les échanges, c'est plutôt alors c'est ce qu'on appelle le régime de l'exclusif, c'est-à-dire que la Réunion n'a droit d'échanger qu'avec la France en termes tu vois, de ressources, quoi, hein, enfin de ressources d'écoulement des productions, voilà. Et puis depuis 1848, avec le passage à l'engagisme, tu as un système de transport qui s'est mis en place qui est plus fiable entre l'Inde et la Réunion pour transporter des engagés. Alors souvent c'est Inde, Maurice, Réunion, voilà, et les engagés, nous en fait on va chercher les gars à Maurice et ils arrivent ici, mais parfois en fait le bateau va en Inde aussi. Ok. Même chose côté Afrique, c'est-à-dire qu'on va continuer en fait à amener aussi des engagés, mais qui sont des engagés africains, des engagés malgaches. Et puis tu prends pareil, c'est-à-dire tu prends Sumatra, Java, tu prends l'Australie, tu prends le Yémen, voilà, tous ces pays-là, ben, tu as des connexions maritimes qui permettent qui arrivent là, qui arrivent ici, dans ce port-là, voilà. Et du coup, plus lié à un transport de main-d'œuvre. De main-d'œuvre, voilà. Et en fait, les deux se connectent, c'est-à-dire que les bateaux transportent à la fois des marchandises et à la fois des humains. Donc tu as les deux en fait en même temps. Tu vois, on n'est pas encore dans les trucs spécialisés, c'est-à-dire les paquebots qui vont faire par exemple du transport de marchandises, de passagers uniquement. Voilà. Là, tu es encore dans quelque chose où pour que ce soit rentable, il faut que tu aies les deux. Voilà. L'humain, il coûte pas cher. Ouais. Ce qui rapporte, c'est la marchandise. Ouais. Donc du coup, voilà, tu as cette logique-là qui va se construire dessus et qui fait que la mer, c'est un lien en fait qui est très fort dans ce maillage de l'océan Indien. Et progressivement, on rentre dans à partir de 48 avec le passage à l'engagisme, en fait, à un moment donné, tout pointe vers la Réunion en termes de main-d'œuvre, pour le transport de main-d'œuvre. D'accord. Donc ça c'est la situation à peu près jusqu'à 1860. Et après, on a un petit intermède où finalement ce modèle-là, il continue à fonctionner, voilà, mais va émerger l'idée d'un autre modèle, de quelque chose d'autre qui est d'abord en fait un autre projet portuaire. Okay. Il faut construire un autre port, donc ça serait un port à un autre endroit. Donc là, on essaie d'imaginer, de trouver l'endroit le plus propice possible. Et puis l'idée de connecter ce port en fait avec un chemin de fer que tu as ici, tu vois, sur cette carte. Mais ça condamne les fenêtres maritimes qui étaient ouvertes sur la côte. Et ça impacte ces liaisons maritimes qui existaient, parce que du coup, avec le chemin de fer, on va essayer de transformer d'abord ce chemin de fer en chemin de fer, si tu veux, c'est un chemin de fer pas de passagers, c'est un chemin de fer marchand, de fret. Ouais. Tu transportes d'abord des marchandises et tu vas transporter à côté de ça des gens qui vont venir dedans. Voilà. Donc du coup, début 20e siècle, c'est réglé. Puis, voilà, on a le truc, c'est un marche. Ça ne dure pas longtemps. 1938, on a des accidents, notamment la rivière des Galets, entre la rivière des Galets et Saint-Paul. Donc tu as le pont du chemin de fer qui est emporté régulièrement par
par les crues, hein, tu vois, parce que c'est des ouvrages d'art gigantesques, hein, et donc ils sont emportés par les crues. Et ce qui va se passer, c'est que comment ça s'appelle, les gars vont être condamnés à, voilà, par exemple, tu as un exemple ici, tu vois, c'est-à-dire que là, en fait, ben, tu as alors ça correspond à la zone où est implanté l'axe mixte au port actuellement, hein. D'accord. Donc tu as le pont qui traverse un rivière des Galets, mais tu as une partie qui est partie à la mer, enfin qui est partie emportée par la ravine. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils conservent le calendrier, le tablier, ok. Ils le suspendent avec des systèmes de bigues, de troncs, etc. Parfois au-dessus aussi. Et puis ils le re-remplissent, ils réengraissent le truc. Pour que ça continue à fonctionner, les trains arrivent jusqu'ici, le train du port arrive jusque-là, les passagers descendent, montent une échelle pour reprendre le train, mais c'est ingérable. Voilà. Ça va être le cas. Voilà. Donc on se dit, là on est déjà en train de tourner le dos à quelque chose. Voilà. Et il va y avoir un bouleversement sans doute là-dedans, c'est les premiers carburants d'air. La migration des Indo-musulmans du Gujarat à la Réunion, en fait une partie de ces musulmans qui vont s'orienter vers le commerce, hein, fin 19e, début 20e, ben, ils vont aussi s'orienter vers le transport. Et donc ils vont installer les premiers carburants d'air, voilà, à la Réunion. Okay. Donc on a des liaisons par exemple, c'est Saint-Louis-Silaos, voilà, à partir du début des années 30, où l'axe est ouvert, donc il y a un bus Patel, voilà, qui fait le transport. Tu as, pareil, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis, tu as un carburant d'air qui s'appelle Madina, ça veut dire ville, qui fait la liaison entre les deux. Donc voilà, ça c'est plus rapide, c'est plus proche. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire des grandes distances, tu as besoin souvent d'aller dans la petite distance, c'est-à-dire dans la ville même, pour t'éviter la marche à pied. Et le carburant d'air est pratique pour ça. Donc il permet à la fois de stocker énormément de marchandises parce que le truc est surplein. Voilà, aller au marché. Et sur le toit aussi. Sur le toit, ouais. Voilà. Donc tu peux mettre des gaz sur les toits aussi. Hein, voilà. Ouais. Et le truc, l'intérieur est bourré, tu vois, de passagers, tout ça. Et donc ça permet ce truc-là. Donc l'émergence de ce type de transport-là, l'amélioration un petit peu d'un micro-réseau routier plutôt dans des villes proches, va faire que petit à petit, en fait, on tourne progressivement le dos au chemin de fer. Voilà. Ok. Et l'année 70, c'est réglé. En fait, les zones de cohabitation, entre guillemets, par exemple, fluviales, ferroviaires, routiers, oui, elles sont assez fines, en fait. En fait, on switch, quoi, tu vois, de l'un à l'autre. Sauf qu'on ne combine pas. C'est ça. Voilà, on ne combine pas les effets pour se dire, tiens, ça serait, c'est clair que c'est plus efficace. On abandonne en un mer. système. Ouais, et on passe à l'autre. Okay. Voilà. Donc on progresse comme ça et c'est le schéma. Voilà, on abandonne le transport maritime pour le transport en chemin de fer. On abandonne le transport en chemin de fer pour le transport en camion, en bus, etc. Et puis on passe du chemin de fer, enfin du bus à la voiture. Donc on est dans une espèce de schéma très qui se règle en très peu de temps. Hein, très siloté en fait. Oui. Ouais. Et puis ça se règle en très peu de temps. Hein. C'est-à-dire, le train, il va vraiment fonctionner en fin 19e jusqu'aux années 70. Et encore, les années 70, c'est le tronçon, les tronçons qui vont rester, c'est le port Saint-Denis. Donc, tu es sur des trucs où, tu es sur 80 ans de circulation ferroviaire à peu près. Voilà. Et puis après, et dans ces 80 ans, on est déjà en train de switcher sur l'autre système. Voilà. Okay. Et donc on garde le truc parce que il y a quand même une liaison entre la ville économique qui est le port et la ville politique qui est Saint-Denis, et on garde le tronçon uniquement dans cette zone-là, mais on n'en fait pas on la complète pas, on la modernise pas, voilà. Il y aura une étape, c'est-à-dire qu'on va passer en fait on va changer les Schneider de 1860 pour des Michelin qui sont à essence, voilà, que tu as ici. Mais c'est un tramway. Ouais. C'est un tramway, hein, c'est un tramway, c'est même pas un train régional, hein, c'est un tramway, quoi. Donc à l'échelle française aujourd'hui, mais qui est resté extrêmement ancré dans le souvenir des gens. C'est-à-dire que à la fois le chemin de fer, à cause de la fumée, à cause de tout ça, c'est la génération, par exemple moi de ma grand-mère, et cette voiture-là, enfin c'est la génération de mon père. D'accord. Voilà. Donc c'est resté extrêmement ancré.
sans doute quelque chose aussi qui a un rythme, c'est-à-dire que tu n'es pas dans quelque chose qui est rapide, voilà, tu sais quand tu pars, tu sais peut-être pas quand tu vas arriver. Hein, voilà. Donc il y a un truc qui se fait très progressivement et qui fait que le rapport un peu nostalgique, comment dire, il puise dans cette représentation, dans cette pratique-là. Tous les Réunionnais n'ont pas pris le petit train, quoi, voilà. Mais les gens qui ont été amenés à se déplacer sur des longues distances, à un moment donné, ont été obligés de le prendre peut-être une fois seulement dans leur vie. D'accord. Voilà. Tu es à La Réunion, quand tu travailles, tu te déplaces dans la ville, dans l'habitation d'à côté. Pour constituer ton foyer, ta femme, c'est une nana du quartier. Tu te déplaces pas beaucoup. Il n'y a pas de nécessité d'aller dans le quartier voisin, par exemple, tu vois. Mais par contre, parfois, le service militaire, un examen médical, un papier important que tu vas chercher à la préfecture. Donc quand on parle du petit train, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est de la mémoire. Alors, moi, quand ma grand-mère parle du petit train, elle a connu le train à vapeur. D'accord. Voilà. Ouais. Quand mon père parle du petit train, c'est celui-là. Il n'a pas connu la vapeur. Il a connu celui-là seul. Ok. Et là, c'était transport de biens et de personnes? Non, vraiment, là, on est redescendu. On a un petit volet marchandises, mais c'est du transport de personnes. Et donc là, la marchandise, elle circule comment? Alors, tu as un petit peu là-dedans. Après, tu as le fait aussi que la production commence à s'organiser aussi par camion. Entre les usines et le port. Ok. Voilà. Donc, tu as déjà ça et tu arrives à ça. Là, bon, on a Col années 60 ici. Tu vois, le carrefour d'air. Alors, souvent, en fait, c'est comme pour les voitures. Ce qui arrive ici, c'est le châssis. Tu as le châssis, le moteur. Voilà. Et puis, en fait, la tôlerie, les éléments qui sont dessus sont fabriqués ici. Voilà. Donc, il y a quelques éléments, un peu de marque, tu vois, les machins qui sont des machins, mais il y a beaucoup d'habillage qui est fait, en fait, techniquement ici. Voilà. C'est pour ça que, en fait, tu n'as pas de porte. C'est pas parce que c'est plus facile pour entrer dedans, machin, mais c'est que c'est super complexe, quoi, tu vois, de refaire des structures comme ça. Voilà. Donc voilà, tu as un passage progressif, en fait, au camion, et de ça restera, un paysage un peu de gare, tu vois, que tu retrouves dans les communes. Voilà, qui ont été absorbés dans les paysages urbains. Tu en as encore une ici, là, tu vois, la gare de Saint-Denis qui est à côté là-bas, qui est sur le front de mer. Voilà. Enfin, de Saint-Benoît, pardon, qui est sur le front de mer de Saint-Benoît. Il y a des fonctions, c'est-à-dire tu as les chefs de gare, tu as des gardes-barrières, tu as des gars qui sont au ticket, tout ce qui est la vente des tickets, etc. Donc c'est comme la SNCF, quoi, tu as tous les métiers. Voilà, et puis tu as une liaison par fil entre les gares. Pour l'heure. Salut, donc moi c'est Marius, je m'appelle Marius Oinen, j'ai 28 ans. Je suis de Belgique, ça fait un peu plus d'1 an que je suis ici à La Réunion. Je travaille comme coach sportif dans un centre de mise enfants bien-être à Condré-Concession. Je suis 3 jours par semaine à Condré, 1 jour à Saint-Gilles. Et voilà, il y a énormément de bouchons ici à La Réunion parce qu'il y a peu de routes. Donc c'est vrai qu'à la base, avant d'arriver, moi j'étais un peu en mode vas-y, je vais faire tout en mobilité douce, il fait tout le temps beau, je vais acheter un vélo électrique, me déplacer en transport en commun et tout ça. Très vite on m'a dit ce sera pas possible. Et effectivement je me suis rendu compte que c'était pas possible, déjà parce que c'est pas bien desservi. Et puis les routes ici ne permettent pas ça parce que tu as directement beaucoup de dénivelé positif. Et ouais, t'as peu de routes. Donc au final, il y a beaucoup de bouchons et ouais, pour la mobilité douce, c'est un peu compliqué ici. Ouais. Donc t'as pas trop le choix en fait de prendre ta voiture. Ouais, par facilité, j'ai pas trop le choix. Ouais. Je pense qu'il y a quand même moyen de le faire, mais tu vois, de se passer de voiture. Mais je pense que ça reste quand même vachement difficile. Et ouais, je dois reconnaître que c'est pas, je prends la facilité quoi. Ok. Là, on est à l'Hermitage. Bon, tu vois l'Hermitage aujourd'hui et tu vois l'Hermitage là, d'accord? Et en fait, on a construit sur l'Hermitage. Donc, la limite des pas géométriques, ce qui appartient à l'État, c'est ça. Voilà. Et en fait, les gens, ils ont construit là. Et puis, petit à petit, ils ont un peu mangé, ils ont débordé, ils sont arrivés là. Tu vois, donc, il reste un truc, c'est la limite base des pas géométriques, mais dans quelque chose qui était, qui fait que la modernisation de la voie, si on avait voulu l'entretenir, on aurait dû maintenir un périmètre tout long. Tu vois, il y a aussi sans doute cette conscience politique de l'entretien de la voie
qui petit à petit a été délaissée. On aurait pu se dire, bah, tiens, on aurait pu faire une route dessus, on aurait pu faire un truc, voilà, un truc par truck, je sais pas, tu vois, n'importe quoi. Mais on a délaissé aussi ce truc-là. Donc vraiment, on abandonne complètement le système et il est rattrapé en fait par l'urbanisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu voulais même récupérer par exemple le foncier pour reprendre ça, c'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'il faut que tu vis à les gens qui se sont installés là, qui pour certains légalement ont acheté le terrain, etc. Voilà. Pour d'autres ont débordé, ont mordu un peu dans les pages géométriques. Là aujourd'hui c'est catastrophique, hein. C'est-à-dire que en fait cette forêt qui est là, qui ancre la zone dunaire et qui est la protection côtière en fait, hein. C'est-à-dire que en fait tu es dans un mécanisme écologique là-dedans. C'est-à-dire que là-dedans, tant que tu n'as que le train, tu es dans un mécanisme écologique qui est en équilibre. C'est-à-dire que le sable est tenu par les arbres, il y a la zone, le récif fait du sable qui enrichit la zone, ce qui fait que tu atténues la montée des eaux. D'accord ? Quand tu urbanises, tu as un impact sur l'eau, qui a un impact sur les récifs, baisse de la production de sable, le sable qui déménage, les arbres qui sont en squelette et qui apparaissent maintenant du truc. Donc en fait, tout est lié à la logique d'aménagement. Voilà. Et ce qui fait que voilà, ces choix-là, ils sont plus réversibles, quoi. Tu vois, ou alors ils sont réversibles, mais avec des mesures qui vont trancher, quoi. Voilà. Donc ce qui fait que appauvrissement du milieu, recul de la barrière corallienne qui ne joue plus son rôle de protection parce que tu n'as plus de lien entre les deux. Le lien a été cassé en fait par la partie terrestre. Et du coup, montée des eaux, et donc l'effritement de la côte. Et donc là, les mecs qui sont là, ils sont condamnés. C'est-à-dire là, l'eau va monter, et les gars qui sont là, ils sont déjà condamnés. En fait. Voilà. Donc il y a ce mécanisme-là aussi qui fait que ces choix d'aménagement, ils ont une conséquence aujourd'hui dans le rapport qu'on a au paysage, à l'évolution du paysage, à la montée des eaux qui est inexorable. Voilà, donc il y a tous ces paramètres-là qui sont liés qui posent la question des choix du transport sur l'environnement. Déjà, c'est-à-dire que ça, en dehors de la pollution, en dehors du machin, c'est l'impact en fait sur un écosystème comme la zone de l'Hermitage, où tu as un lien entre la plage et le cordon récifal, et où l'occupation de cette zone-là va avoir un impact sur la destruction du lagon et de la barrière récifale. Et là, c'est très compliqué de revenir en arrière. Ça s'alimente, quoi. Ça s'alimente. Et c'était un transport qui rentrait en cohérence, en symbiose, en fait. En symbiose, quelque part, avec l'aspect environnemental. Tu vois, il n'y avait pas de souci de circulation d'eau, de machin, etc. On est dans une zone inondable qui est toujours, c'est-à-dire que l'Hermitage, quand il y a des gros volumes de pluie, tu te déplaces en canotte dedans. Voilà, il n'y a pas longtemps, il y a 2 youtubeurs là, qui ont fait ça, qui ont montré le truc, c'est-à-dire qu'ils avaient un arrêt de bus, et le gars arrivait en canotte avec, quoi. Voilà, donc, si, j'ai vu, j'ai vu ça, voilà. Chef, vous me passez là parce que moi, juste devant là-bas, là, dans l'embouteillage. Oui, il faut pas chef, il connaît toute la route qui est là, mais arrive la réunion au bateau, moi. Attention, t'as pas de temps, les gars. Voilà, donc parce que l'eau ne repart plus, voilà, et qu'on a construit des barrières, etc., qu'on a créé des canaux pour évacuer, soi-disant, mais ça ne s'évacue pas. Donc il y a et comme l'eau gonfle, l'eau qui descend à un moment donné, elle finit par s'équilibrer. Voilà, c'est le futur de la zone. C'est le futur de la zone, tu vois. Donc et ça, je trouve, c'est une dans le délit de la blague qu'ils font. C'est quand même une projection sur le devenir de cette zone-là qui est complètement liée à la question du transport. Voilà. C'est jusqu'aux années à peu près jusqu'aux années 60. Voilà, tu as encore, moi par exemple, mon grand-père, il était charpentier charron, c'est-à-dire qu'il fabrique des charrettes. Ok. Il fabrique des charrettes parce que les gens utilisent des charrettes, quoi. Voilà. Il est dans le sud, entre Ravine-des-Cabris et Saint-Pierre, et Terre-Sainte, et donc il fabrique des charrettes, on lui commande des charrettes, il fabrique les roues, voilà. Donc c'est une activité qui reste encore en place jusqu'aux années 60. Et puis à un moment donné, il fabrique plus du tout. Voilà, ça s'arrête, quoi. C'est du jour au lendemain, il n'a plus de commandes. Il y a il y a un truc qui fait que le marché s'effondre. Ouais, et on n'a plus usage. On n'a plus usage parce que, pareil, c'est ce qui est proposé par le réseau de car courant d'air, ce qui est proposé par le train, etc., a remplacé en fait l'usage de la charrette. De la charrette, voilà. Et donc, tu abandonnes le truc qui était... voilà. Et jusqu'à des paradoxes, c'est-à-dire quand on va commencer à goudronner les routes,
On va dire au gars, ben ouais, mais enfin, là, votre roue, là, elle abîme le goudron, en fait. C'est-à-dire, la roue, tu as la charrette, tu vois, qui est chargée. En fait, elle est cerclée, donc tu as des rayons en bois, et puis le tour, il est en bois. Et ce qu'on appelle la bande qui recouvre la charrette, c'est du fer. Tu fais passer une charrette dans du goudron régulièrement, en fait, ton goudron, il va être massacré parce qu'il est chauffé, la roue est chauffée, enfin, tu vois, tout c'est... voilà, c'est fini. Donc, on va demander au gars de convertir la charrette en installant dessus des roues pneumatiques. D'accord. Donc, et tu as ça, tu as des trucs comme ça, tu regardes des charrettes encore qui roulent sur les routes, elles ont des roues pneumatiques. Ok. Pour ne pas abîmer la route. Tu vois, donc les gars, ils essayent quand même de maintenir, c'est une forme de résistance, tu vois, ils essayent quand même de maintenir. Mais ça ne marche pas parce que, ben oui, c'est plus le même truc, quoi, tu vois, donc... Et donc, la charrette tractée animale. Animal, ouais, tout à fait. Avec un âne ou un bœuf, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu pour le... Si on devait dresser un tableau un peu historique sur l'évolution, jusqu'à en gros la livraison de la route du littoral, enfin la première route du littoral, c'est-à-dire on démarre les travaux en 57-58 et on livre la route en 63. C'est-à-dire que la route, elle fonctionne à ce moment-là, alors que le train fonctionne toujours. Tu vois, donc il y a bien une cohabitation pendant un temps, un petit temps, tu vois, une petite dizaine d'années, et puis après, c'est fini. On démantèle Pas le tout, réseau, pas tout. Alors, comme tu es dans une société créole, il y a des gars qui vont récupérer les pièces. Hein. Ouais. Tu récupères les rails, tout ça. Voilà, tu récupères les... Alors, sur les... Pour connecter les rails, tu as une espèce de plaque métallique. Alors, des fois, tu as des bastins en bois, hein, et puis tu as des fois des plaques métalliques. Et en fait, ces plaques métalliques, quand tu les retournes, ça fait 2 auges. Et en fait, on les récupère souvent pour en faire des éléments qu'on met dans les parcs d'animaux. Donc, tu vas retrouver des éléments de chemin de fer dans les parcs d'animaux, voilà, parce que ben, c'est le... Comment dire, tu es dans l'univers créole, quoi. C'est-à-dire que l'objet qui est laissé là, il est récupéré. Ouais. Les poutrelles, on va les récupérer pour faire la treille de raisin avec, voilà. Donc, en fait, le réseau aussi va être grignoté par l'usage local parce qu'il est abandonné. Ouais. Tu vois, donc... on se dit à un moment donné, ben, on n'entretient plus, voilà. Il y a même des communes où on va balancer les pièces à la mer. Donc voilà un peu jusqu'à l'ouverture de l'inauguration de la route littorale 63 qui marque un peu sans doute quelque chose qui est un autre choix de société aussi. Voilà, là on a de vitesse. De vitesse, on a oublié, enfin on choisit d'oublier progressivement, c'est à la fois l'entrée maritime, à la fois l'entrée ferroviaire, et ça devient ce que tu vois là, c'est-à-dire des reliefs de cette période qu'on appelle le temps longtemps. Les Réunionnais, ils ont inventé un concept chronologique qu'on appelle le temps longtemps, qui va de 1938 à 1975, et là-dedans, tu as des ornements, des figures du passé, et dans ces figures du passé, tu as cette question du bar à choix, voilà, pour les Dionysiens, l'activité maritime, etc., et pour beaucoup de Réunionnais, le petit train. Voilà, donc voilà, ça signe en fait la disparition d'une société et l'entrée dans une autre société en même temps. On est un peu en équilibre entre les deux mondes dans cette période-là. Donc ce qui fait la bascule d'époque, en fait, c'est le transport à chaque fois. C'est le transport à chaque fois, ouais, c'est ça. C'est un marqueur de modernité et un marqueur de modernité en même temps un marqueur des pratiques d'une époque, tu vois, qui était de rythme qui était différent aussi. C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas une administration qui nécessite des services, etc., où tu as des milliers de gens qui vont se déplacer. Bon, voilà. C'est aussi les effets de la départementalisation qui ne sont pas encore produits dans les années 60, qui fait que la structuration administrative progressive va créer des emplois, va créer de la nécessité de se déplacer avec des voitures, d'acheter des éléments, etc., et ça va amener en fait cette logique-là aussi de transformation, en fait, enfin, d'usage des routes qui devient de plus en plus important. Ok, ouais. Bon, voilà un peu pour la partie historique. Ouais.